Alors, d'abord, quelques éléments de chronologie là, pour qu'on se resitue dans le dossier du Mont-Sainte-Anne. Alors, on le sait, il a fait couler beaucoup d'encre et on peut être un peu mêlé dans tout ce qui s'est passé. Donc, en décembre, après l'annonce d'une panne survenue sur le réseau haute tension de 25 000 volts qui alimente notamment les bâtiments, les remontées mécaniques et le système d'enneigement, à quelques heures à peine de son ouverture. Donc, l'annonce de cette panne est suivie presque aussitôt d'une ordonnance de la Régie du bâtiment du Québec qui, après une inspection rigoureuse de ces installations, oblige l'opérateur RCR à fermer 4 de ses remontées mécaniques malgré des conditions saisonnières quasi parfaites. Donc, on rappelle que les bris et les pannes se sont accumulés au cours des années, causant des blessures parfois graves, ce en raison d'un manque flagrant d'entretien et d'investissement dans la mise à jour des installations sur le Mont-Sainte-Anne par RCR. On parle même d'un cimetière de gondoles. Donc, ce sont des gondoles qui s'accumulent sur le fait de la montagne, tout près des installations, à la vue des touristes et des usagers de la montagne. On en voit d'ailleurs quelques images à l'instant où je vous en parle. Mais qu'est-ce qui s'est passé, donc, au Mont-Sainte-Anne? Qu'est-ce qui s'est passé? Comment ce joyau en est-il arrivé là? Qui est responsable de quoi? Et pourquoi ça semble aller si bien dans d'autres stations de ski opérées par RCR, dont Stoneham, à quelques kilomètres de la côte de Beaupré. Avant de poursuivre, laissez-moi vous présenter une carte que j'ai dessinée moi-même pour essayer de m'y retrouver dans le lexique grammatical de la montagne, du Mont-Sainte-Anne et tous les termes qu'on a entendus ou qu'on a lus dans les nouvelles pour en parler. Alors, voici ma représentation du Mont-Sainte-Anne avec ses pistes, ses sapins et évidemment les propriétés là, au bas des pistes, donc tous les terrains et la portion immobilière. Donc, à qui appartient le Mont-Sainte-Anne au fond? C'est pas si simple. La propriété elle-même du Mont-Sainte-Anne, donc la station de ski et ses terrains immédiats sont détenus par RCR, Resort of the Canadian Rockies, via la station Mont-Sainte-Anne, qui a acquis les droits d'exploitation en 1994 via un bail amphithéotique superficiaire avec l'ACEPAC, qui est le propriétaire foncier. Qu'est-ce qu'un bail amphithéotique? Eh bien, je vais vous le lire. C'est un contrat de location immobilière de très longue durée. On parle de généralement 18 à 99 ans, qui confère aux locataires, ici RCR, l'amphithéote, des droits quasi-propriétaires sur le bien, lui permettant de le modifier, de le céder ou de l'hypothéquer en échange de l'obligation d'y apporter des améliorations substantielles et durables, comme des constructions, de la rénovation, etc. Donc, on a le Mont-Sainte-Anne. Le trait foncier, donc le sol et le sous-sol, appartient toujours au gouvernement, géré par l'ACEPAC. Le pourtour, la montagne, quant à elle, sont opérés par RCR et donc qui a des droits, exemple d'exploiter les terres, d'engager des promoteurs pour développer des projets immobiliers au pied de la montagne. Donc, vous voyez qu'il n'y a pas que la montagne et la station de ski elle-même, mais il y a des enjeux aussi pécuniaires au niveau des propriétés qui sont sur le pourtour et au pied de la montagne. Donc, j'espère que ça va vous aider pour la suite quand on va parler donc des différents aspects du Mont-Sainte-Anne. J'ai oublié de vous mentionner tout à l'heure que dans le pourtour du Mont-Sainte-Anne, ça comprend également donc toute la gestion du centre de ski de fond, les pistes de randonnée, donc le centre de plein air en lui-même fait partie du pourtour. Alors, j'espère que j'ai bien appris ma leçon. On va aller vérifier avec M. Serge Simard, qui est maire de Beaupré, qui, lui, connaît très bien l'historique et l'histoire du Mont-Sainte-Anne et qui va nous donner également son point de vue sur la situation. On l'écoute. Au départ du Mont-Sainte-Anne, dans les années 60, avec M. François Pichard, les gens de Beaupré, les ingénieurs de Beaupré, on a pensé une montagne. Donc, on a mis au monde le Mont-Sainte-Anne, une montagne municipale,
durant quelques années, 3 à 5 ans, 5 à 7 ans. Elle n'était pas exploitée avant ça. Elle n'était presque pas exploitée. Quelques pistes naturelles, mais presque pas exploitées. L'exploitation a commencé avec le maire Bélanger dans les années, fin des années 60. Durant quelques années, c'est devenu trop gros pour Beaupré. Beaupré laissait du gouvernement. Là, je vous dirais, dans les années 72, 73, c'est au gouvernement, jusqu'en 85, l'arrivée de la CEPAC. Donc, en 85, le gouvernement a cédé le Mont-Saint-Anne à la CEPAC. Durant 10 ans, la CEPAC l'a eu. Et en 95, le gouvernement a demandé... Elle était gestionnaire, excusez-moi. La CEPAC était gestionnaire, était propriétaire... Elle était propriétaire, gestionnaire, et gestionnaire de la montagne. Exactement. Exactement. Donc, en 95, le gouvernement a obligé la CEPAC à vendre par un décret. Obligeant à vendre, ils ont fait des offres mondiales. Il y a eu 2 ou 3 offres. Avec Club Resort qui ont acheté avec des gens de Bromont, en Charles-Montagne, durant quelques années. Ça a été transféré à M. Charles Locke, qui lui a fait faillite. Et finalement, ça a terminé par M. Murray Edwards, qui est propriétaire de RCR aujourd'hui. Donc, M. Edwards, qui c'est une entreprise d'Alberta qui gère d'autres montagnes par ailleurs. On parle de Stoneham. On parle de Fernie, on parle d'autres stations de ski, exactement. Bon. Alors, on a beaucoup entendu dans les médias, RCR, mettons-les dehors, le gestionnaire, c'est le problème. Pourtant, ça va bien sur ces montagnes-là. Mont-Saint-Anne semble avoir un souci. Alors là, on va parler... Premièrement, une montagne, ça ne se gère pas comme on gère une entreprise. Il y a besoin de fonds. C'est pas juste l'entrepreneur qui peut... Vous avez raison. C'est complexe d'opérer une station de ski. En fait, si je prends le tableau un peu, si je fais un tableau des centres de ski au Québec, il y a environ 75 stations de ski au Québec. Si on prend les 2-3 meilleures, comme c'est un peu chauré, on va mettre le Mont-Saint-Anne le premier, mais on peut mettre Tremblant, on peut mettre Massif, Charlevoix. Ce sont les 3-4 belles stations au Québec, il y en a 75. Si on regarde aussi, comme je vous disais, dans les années 2000, le gouvernement a mis en place un énorme programme de subvention pour les centres de ski. Beaucoup d'argent. Des montagnes. On parle de milliards, là. De milliards. Les montagnes en ont profité, sauf une. Le Mont-Saint-Anne n'a pas eu de subvention de 1994 à l'aujourd'hui. Il y a une remontée... $0 du gouvernement, exactement, de 0 à aujourd'hui. Ce qui nous a donné des remontées de 30 à 40 ans d'âge. Une remontée mécanique de 30 à 40 ans d'âge, c'est à risque, c'est dangereux, ça peut briser, ça prend un entretien énorme, il faut qu'il soit gâté, et ça peut briser. Moi, j'ai opéré dans une usine papetière qui était âgée, ça prenait un entretien énorme. Malgré ça, il y avait des bris. Donc, oui, il peut arriver des bris, surtout dans des remontées de 30 à 40 ans d'âge. Mais là, on se dit, moi, la citoyenne ordinaire, je me dis, bien, c'est le gestionnaire qui doit, le propriétaire là, de la montagne qui doit investir ses deniers pour l'entretenir, comme un entrepreneur fait dans sa propre entreprise. Cependant, c'est vrai et c'est pas vrai. C'est parce que ce genre d'entreprise-là demande aussi un apport gouvernemental. C'est coutume, c'est-à-dire que c'est rattrapez-moi si je me trompe, mais ces entrepreneurs-là ne travaillent pas seuls. Le gouvernement, habituellement, va venir à côté, si vous me permettez le terme, les investissements. Il y a des promesses d'échange. Ça ne se bâtit pas tout seul, quand même. C'est pour ça que le gouvernement a mis en place un programme de subvention. Les retombées économiques sont tellement importantes autour des centres de ski que le gouvernement il retrouve son compte, hein, avec des impôts, des taxes payées. On a intérêt à ce que ça fonctionne. Donc, le gouvernement a mis en place un programme de subvention pour aider les entreprises à se mettre à jour, à grossir, pour qu'il y ait des retombées économiques importantes. La station de Mont-Saint-Anne, c'est ça. Il y a des hôtels, il y a des chalets, il y a des hébergements, il y a des restaurations. C'est énorme, ce qui tombe en retombées touristiques, financières autour du Mont-Saint-Anne, c'est énorme. Tout à fait. Autant pour l'industrie touristique que pour les entreprises locales, que les citoyens qui travaillent dans ces entreprises-là. Donc, en 1994, il y a une entente, non, c'est-à-dire... La dernière entente, il y a eu plusieurs conventions. Oui. Durant les années, il y a eu plusieurs conventions. Les conventions, c'est des programmes d'investissement. Il y en a eu plusieurs qui n'ont pas fonctionné. Le dernier, décembre 2024, avec le ministre Julien, avec M. Crétin du Mont-Saint-Anne, en fait, ils ont mis en place un programme de 100 millions, 50-50, pour investir dans la montagne. On en était là, l'année passée. On en était là. On attend encore. On attend.
La ville de Beaupré, la municipalité de Saint-Réal-des-Neiges, la côte de Beaupré, la région de Cap-National est très inquiète. C'est un joyau. Même notre premier ministre s'appelle le Montagnard, on a un joyau. Il a raison. Mais notre joyau commence à manquer de lustre. On a besoin d'investissement du gouvernement pour nous aider. Pourquoi l'argent ne bouge pas? J'ai pas de réponse à vous n'avez pas la réponse. Hein? C'est le gouvernement, en fait, qui peut nous éclaircir sur pourquoi il y a un statu quo. Mais le statu quo est dangereux. Qu'est-ce que vous en pensez? En ce moment, là, il n'y a rien qui a bougé. Là, mais... Il faut que ça bouge. Le gouvernement a des décisions à prendre. Il faut qu'il prenne la meilleure décision possible. C'est son rôle de prendre des décisions. C'est pas à nous. En 1994, c'était une mauvaise décision et la Ville y a goûté. Hein? Quand la montagne a été vendue 12,3 millions en 1994, elle était évaluée à la Ville à 34 millions. Ça a fait baisser la valeur foncière des 2 tiers, donc les revenus de taxes ont baissé de 2 tiers. Depuis 1994, la Ville de Beaupré a perdu des dizaines de millions en taxes parce que la valeur de la montagne a été réduite à cause de cette vente à rabais. Donc, une vente à rabais, pas d'investissement gouvernemental. Là, on a un portrait et on le dit, on nommera personne, mais il y a beaucoup d'intérêt autour du Mont-Sainte-Anne. Hein? Il y a évidemment le citoyen qui en profite, qui skie, le skieur, mais c'est pas que ça, le Mont-Sainte-Anne. C'est tout le comme... C'est des retombées. C'est des retombées, c'est de l'immobilier qui se construit. Il y a l'immobilier autour, exactement. L'immobilier amène des gens dépensent dans des commerces de ski, des commerces de restauration, des hôtels. C'est énorme, les retombées économiques pour le Mont-Sainte-Anne. Et ça vous inquiète pour la suite, parce que depuis là, qu'on a eu justement les pépins avec RCR, l'électricité manquante, ensuite des enneigeuses qui ne fonctionnent pas, le RBQ qui met un veto là, sur les opérations, ça n'a pas tellement bougé. La reprise s'est faite, mais il y a eu d'autres bris. Alors là, le public est échaudé. On en est encore au statu quo, ça n'a pas bougé. Exactement, ça nous fait peur. On est très inquiets, comme je vous disais tout à l'heure. Ça prend des investissements. C'est indéniable pour redonner le lustre à cette montagne-là. Il y a des intérêts là, extérieurs qui se sont manifestés. Un entrepreneur là, important, là, M. Mars, Christian Mars, qui s'est dit intéressé, prêt à opérer. Est-ce que c'est une solution envisageable? Cette décision-là ne nous appartient pas. Ce n'est pas à nous à décider qui va opérer la montagne. Présentement, il y a un contrat qui va de 99 ans qui dit RCR avec le gouvernement. Si le gouvernement n'est pas heureux dans cette entente-là, c'est à eux à faire des moves. Sauf qu'il faut qu'ils se fassent le bon move. Le bon mouvement, il faut qu'il se fasse parce qu'il y a des risques énormes d'un mouvement manqué. Hein? Oui, exproprier, ça a des conséquences si on se met le doigt dans l'engrenage. Nous, c'est des mots qu'on a de la misère à entendre parce que ça peut nous faire mal. On a eu des exemples, des expériences à Beaupré qui ont été mauvaises avec l'expropriation. On n'en parlera pas ici. Ça peut durer longtemps en termes de frais d'avocat et de coûts. Certains juristes nous disent que non, ça peut se faire. On n'est pas dans ça. On n'est pas des juristes. Nos avocats nous disent d'être très prudents parce que c'est compliqué. Prudence pour l'expropriation, c'est plein de risques. C'est une décision qui appartient au gouvernement. Ce n'est pas à nous de décider ça. Tout à fait. Mais plus que ça circule, et donc la question est légitime, mais de votre point de vue, il faut faire attention parce que les retombées négatives, au fond, c'est nos taxes qui vont payer ça en frais de législatifs et juridiques si ça se met à mal aller. Hein? Ça peut durer longtemps. Il ne faut même pas penser à ça, qu'il peut se passer sur une mauvaise décision avec des commerces fermés. Ça serait catastrophique. Donc, on espère un dénouement rapide, M. Simard, en terminant. Exactement. Donc, là, c'est sûr que vous n'avez pas la réponse, mais ce qui n'est pas une réponse, c'est le statu quo actuel. Vous avez parfaitement raison, madame. Alors, je poursuis dans la chronologie des événements. À partir, donc, du 5 décembre, les médias relaient sans relâche les événements entourant la fermeture du Mont-Sainte-Anne. Et le débat se polarise. Les entreprises de la côte sont très préoccupées. La MRC et Développement de la côte de Beaupré comprennent la grogne populaire, mais espèrent une réouverture rapide afin de limiter les pertes financières pour bon nombre de commerçants et de travailleurs liés au tourisme dans le secteur. Donc, on le sait, le Mont-Sainte-Anne, ça représente un moteur économique et touristique majeur sur la côte de Beaupré. La MRC et Développement Côte-de-Beaupré, presse notamment le gouvernement de confirmer l'annonce des investissements de 100 millions qui a été faite il y a déjà un an.
Alliance Affaires, par ailleurs représentée par son administrateur Patrice Drouin, se dit ouverte à toute proposition qui fasse du sens et qui rassemble la population. L'atmosphère est très divisée, notamment à Saint-Féréol, entre les gens d'affaires et la communauté, les élus, les abonnés de saison, les citoyens du jamais vu, selon M. Drouin. Le gouvernement, de son côté, dit envisager tous les scénarios sur la table, mais maintient le gel des investissements pour le moment, en attendant d'avoir étudié toutes les possibilités. Il y a même M. Christian Marche, un promoteur de la Compagnie des montagnes de ski du Québec, le CMSQ, qui s'intéresse au Mont-Sainte-Anne et qui a réitéré formellement auprès du gouvernement du Québec son offre de reprendre l'exploitation du Mont-Sainte-Anne avec un investissement initial d'au moins 100 millions de dollars. Ça commence à faire beaucoup de monde qui gravite autour du Mont-Sainte-Anne dans cette situation difficile. Pendant ce temps-là, le mont est fermé. D'autres, parmi eux, des citoyens et usagers de la montagne, souhaitent un changement d'opérateur et exigent l'expropriation de RCR pour tant de manquements à ses devoirs. D'ailleurs, une grande manifestation a été organisée le 20 décembre au pied du Mont-Sainte-Anne, où des centaines de personnes se sont rassemblées pour exprimer leur mécontentement. La télévision d'ici y était. RCR! Dehors! RCR! Dehors! Bien, pour nous, le message est clair, c'est qu'on est tanné des promesses non tenues. On veut un changement d'opérateur, on veut... Il y a des gens qui se sont montrés, qui se sont manifestés, des investisseurs sérieux. On veut qu'il y ait un changement. On veut que la montagne retrouve ses lettres de noblesse. Tout contrat au Québec nécessite de n'importe quelle des parties une exécution de bonne foi du contrat. Une exécution de bonne foi, c'est le gestionnaire des installations. Ça veut dire de ne pas les laisser dépérir, ça veut dire de ne pas mettre en danger la sécurité du public. Est-ce que j'ai des amoureux de la montagne ici? Est-ce que j'ai des gens qui croient qu'on peut faire mieux avec le Mont-Sainte-Anne? Est-ce qu'on donne une dernière chance à RCR? Je crois que le message est clair. Maintenant, c'est le temps des actions. On a plusieurs acteurs qui sont mobilisés pour nous parler aujourd'hui. Et je cède la parole au député de Jean Talon. Merci beaucoup. Cette montagne et le pourtour appartiennent aux Québécois. Cette montagne et le pourtour vous appartient et je vous remercie d'être là aujourd'hui en si grand nombre pour la deuxième fois, parce qu'il ne faut pas oublier que l'hiver dernier, on s'est réunis par une journée très froide pour clamer notre amour pour le Mont-Sainte-Anne et pour dire « c'est assez RCR, on veut un Mont-Sainte-Anne avec un bon gestionnaire et ce bon gestionnaire, ce n'est pas RCR! » J'ai commencé à être préoccupé par ce dossier pas longtemps après mon élection et c'était déjà grave à l'époque. Quand j'ai commencé à me plonger dans le dossier, à lire les contrats, à voir les comptes rendus de ce qui se passait au Mont-Sainte-Anne, c'est plus de 20 ans de négligence qui ont mené à un dépérissement des installations. Je ne vous l'apprendrai pas, je sais qu'il y a beaucoup d'amoureux de la montagne ici. Il y a beaucoup d'amoureux de tout cet espace qui nous appartient, qui savent à quel point les incidents sont répétitifs. Ce n'est pas un incident isolé, ce qui s'est passé la semaine dernière. Tout le monde est content que le Mont-Sainte-Anne rouvre. Mais est-ce qu'on va se contenter, encore une fois, d'un placement sur une plaie béante? Non! Est-ce qu'on va laisser le gouvernement de la CAQ fermer les yeux puis dire on va continuer avec RCR puis on va leur donner 50 millions de votre argent? Je demande donc au gouvernement de la CAQ, je demande au premier ministre François Legault,
Je demande à la ministre Christine Fréchette, je demande à la ministre Isabelle Charret, je demande au ministre Jean-François Simard, je demande à la députée Karianne Bourassa de vous entendre et de faire ce qu'il faut. Ce qu'il faut, c'est sortir RCR de tous les contrats, de sortir RCR du Mont-Sainte-Anne, de récupérer la montagne et de trouver des gens qui vont lui donner l'amour, qui vont lui donner l'intérêt, qui vont lui donner ces lettres de noblesse qui sont importantes, non seulement pour le Mont-Sainte-Anne, non seulement pour l'économie de la région, de la Côte-de-Beaupré, de la capitale nationale, mais pour tout le Québec, parce qu'on le réitère, ça nous appartient. On lâchera pas, moi je vous lâcherai pas tant que ça n'arrivera pas. Si le gouvernement de la CAQ le fait pas, un gouvernement du Parti québécois va le faire. Merci tout le monde d'être là aujourd'hui. On applaudit chaleureusement le député de Jean Talon. Je cède le micro à Frédéric Beaulieu. Merci. RCR n'est pas un opérateur satisfaisant. On a besoin d'un opérateur qui croit en notre montagne. On a besoin d'un opérateur qui va investir avec les gouvernements dans notre montagne. On a besoin d'un opérateur qui fait que quand on est sur la montagne, on se sent en sécurité pour nous et nos proches. On a besoin d'un opérateur fiable pour assurer la viabilité économique de la région. Bravo! En 2008, quand j'ai monté le Mont Everest avec la pancarte, le drapeau du Mont-Sainte-Anne, j'étais fier. Mais aujourd'hui, c'est pas le même genre de pancarte. Fait que là, aujourd'hui, on est là pour dire non, on n'en veut plus de l'opérateur. Ça n'a pas de bon sens. Partout à travers le monde, j'ai vu des parcs et des montagnes. Il n'y en a jamais qui sont en décrépitude de même depuis 30 ans. Faut que ça change! Comme aujourd'hui, on a un impact. Les choses peuvent et vont changer. On en a un exemple concret avec le secteur Est et les récentes décisions qui ont été prises par le gouvernement. J'ai avec moi un acteur important, le président du Centre plein air section Est, M. Dufour. Alors, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais juste faire un petit remerciement. Où vous vous trouvez, merci à la famille Petitclerc de nous avoir permis d'utiliser leur stationnement. Merci à Daniel Lachance d'avoir fourni le déneigement du stationnement pour nous accommoder. Merci à PMR pour nous avoir permis que ce soit un petit peu moins casse-gueule parce qu'on aurait patiné. Alors, le message que je veux vous passer, il est très simple. Le printemps dernier, vous vous êtes levés avec nous pour le secteur Est. Vous êtes venus à la MRC, vous êtes venus dans les municipalités, excusez-moi, des conseils. Ça a donné quelque chose. Votre présence aujourd'hui, je suis convaincu que ça va faire la différence. C'est ce que ça prend pour qu'il y ait du changement. On ne veut pas vivre les 30 prochaines années comme on a vécu les 30 dernières. Alors, du changement positif, s'il vous plaît. Merci à tous. Comme mentionné précédemment, le débat est devenu très vite très polarisé, avec parfois une hostilité à peine voilée, voire carrément ouverte, entre les camps, les différentes opinions. C'est d'autant plus consternant pour un si petit territoire où tout le monde se connaît dans une communauté habituellement tissée serrée, de vivre cette division. Comme il n'y a jamais qu'un seul côté à une médaille, j'ai invité la mairesse de Saint-Féréol-les-Neiges, Mme Mélanie Royer-Couture, à venir nous rencontrer en studio pour parler de l'impact local qu'a eu la fermeture du Mont-Sainte-Anne sur sa municipalité. On l'écoute. Ce qu'il faut comprendre, c'est toute cette incertitude-là, oui, bien sûr, pour les usagers, mais particulièrement pour les commerçants, les entreprises de la région. Une fermeture comme ça a des dommages collatéraux très importants, majeurs économiquement sur
l'ensemble de la région, donc particulièrement sur ces commerces-là qui sont touchés. Donc oui, que bien sûr qu'on puisse avoir eu la certitude de la sécurité, hein, parce que ça, il ne faut pas le négliger. Oui. Là, c'était... c'est pas une reprise à tout prix, là. On s'entend qu'il y avait des critères là, minimaux. Là. Oui, tout à fait, puis qui était super important pour nous. Puis on ne voulait pas, comme vous dites, on ne voulait pas que ce soit à tout prix, mais en sachant que, bon, bien là, dans le fond, cet examen-là avait été fait au niveau de la sécurité. Puis là, de savoir qu'il y avait eu le OK pour, justement, le temps des fêtes, c'était une excellente nouvelle. Donc, soulagement pour les entreprises, mais puis c'est pas un acharnement non plus, tu sais, du milieu des affaires, parce qu'on le sait que c'est important, mais il y a des citoyens de toute la côte dans les milieux d'affaires, donc c'est pas une entité qui sort là, extraterrestre là, quand on dit les gens d'affaires, c'est nos voisins, c'est nos amis, c'est notre propre famille là, dont dépendaient des citoyens, dont dépendent ces revenus-là, qui n'arrivaient plus. Justement, tu sais, parlons-en, s'il y avait un arrêt des opérations, comment ça affecterait, par exemple, Saint-Féréol-les-Neiges si ces opérations-là n'avaient pas repris? Là? Bien, s'il y avait un trou de service comme ça, en tout cas, dans ma compréhension, là, sans être alarmiste, mais moi, je pense que ça aurait été assez catastrophique, honnêtement. Là, tu sais, je le répète, les commerces, mais tous les gens qui y travaillent, c'est des dommages collatéraux, c'est des dommages importants sur l'économie. Alors, tu sais, concrètement, bon, les restaurateurs, les aubergistes, après ça, bon, bien sûr, les utilisateurs. Vous savez que chez nous, on a plus de 40 de notre population, c'est des chalets. Hein, les gens viennent pour le ski. Donc, comment après ça s'organise? Ces gens-là arrivent, par exemple, d'une autre région, bon, bien, ils vont aller dans les stations-service sur tout le chemin. Donc, tous les restaurateurs. Il y a un effet boule de neige. Il y a un effet boule de neige, les emplois des étudiants aussi qui sont de service, là, puis qui sont souvent sur ces sites-là, par exemple, de plein air, de loisirs, et qui, là, auraient été bien mal en point, là, aussi, étant donné une fermeture. Exactement. Puis sur du long terme également. Donc, on est heureux. C'est pas à tout prix non plus. J'aurais aimé aussi vous entendre sur... Parce que là, on sait que le statu quo étant que il ne se passe rien au niveau financier. Il y a sur la table en ce moment une proposition qui a été déposée en 2024 par le gouvernement et donc de proposer un 50 millions de dollars de subventions en échange aussi d'un investissement équivalent par l'opérateur RCR, donc de 50 millions. Ça date déjà d'un an. Il y a eu comme rien qui s'est fait. Là. Je sais que ce n'est pas au niveau municipal. Les citoyens ont hâte de voir que ça bouge, mais ce n'est pas entre les mains des maires au niveau de cette décision-là. Toutefois, on le sait que ce n'est pas une solution, là, qu'il ne se passe rien, mais quel serait le meilleur scénario du point de vue d'une mairesse, par exemple, de Saint-Féréol, qui est touchée par la situation directement? Là? Mais comme vous le dites, le meilleur scénario, hein, il y a certaines personnes, il y a certaines parties de la population qui souhaiteraient nous voir revendiquer, avoir des propos très tranchés. Mais nous, au niveau municipal, je vais parler au nom de mon conseil, on a choisi d'être nuancé parce qu'il ne faut pas oublier qu'on représente l'ensemble de la population. Oui, bien sûr, on représente les gens qui manifeste, puis soit dit en passant, c'est une excellente façon de manifester son désaccord en tant que citoyen. Mais il y a aussi des gens qui sont plus, eux aussi, nuancés, qui craignent, par exemple, le fait que ce soit un autre opérateur, quel impact ça va avoir sur la région. Est-ce qu'on va avoir du surtourisme si ça développe trop, par exemple? Fait que, tu sais, on a toutes sortes de niveaux, puis il ne faut pas oublier aussi ces gens-là qui sont plus silencieux. Donc, je reviens à pourquoi on a une position plus nuancée, c'est qu'on considère, nous, à notre niveau, que ça ne nous appartient pas. La décision finale ne nous appartient pas. Bien sûr, on peut influencer, on peut donner nos opinions, nos préoccupations avec les différents gouvernements, paliers de gouvernement, mais c'est ça, c'est pas nous. Donc, nous, ce qu'on souhaite, c'est le meilleur scénario possible, ça serait un scénario là, soit d'opérateurs qui demeurent, mais à tout de moins, peu importe l'opérateur,
une transition douce si jamais il y en a en avoir une. Le meilleur scénario, c'est qu'il n'y ait pas de fermeture, qu'il n'y ait pas de coupure. Pour qu'on puisse à la fois que le mont vive de ses activités et que ça génère également un roulement au niveau de l'économie, qu'il n'y ait pas une perte trop grande au niveau économique. C'est exactement ça. Donc, mon meilleur scénario, c'est que ça n'arrête pas. Fait que ce soit l'opérateur actuel, bien sûr, avec des investissements, que ce soit, encore une fois, peu importe qui. Mais nous, à notre niveau, c'est ce qu'on souhaite. Et donc, ce n'est pas neutre. C'est une posture qui est plus nuancée, mais qui n'est pas neutre. Le citoyen peut s'exprimer et il a le droit. Et d'ailleurs, c'est un devoir souvent de le faire également à notre niveau. Et c'est parfait. Oui. Et justement, vous ne pouvez pas nécessairement, dans votre position, venir porter à la barricade, vous aussi. Là. Ici, à ce niveau-là, ça appartient au gouvernement, mais le citoyen, lui, peut s'exprimer. Il ne faut pas oublier que nous, en tant que municipalité, par exemple, là, de Saint-Féréol-les-Neiges, nous sommes partenaires avec le gestionnaire actuel, RCR. Par exemple, on a des ententes sur nos camps de jour, sur des accès aux différentes activités, des meilleurs prix, par exemple. Donc, c'est un partenaire avec qui on fait des affaires. Donc, au même titre qu'on serait très mal placé en tant que municipalité d'aller contre n'importe quel commerce sur notre territoire, on n'est pas placé pour faire ça. Et donc, en ce moment, c'est surtout que les yeux se tournent vers le gouvernement et l'opérateur pour reprendre donc là où ça a été laissé finalement et de mettre en application là, les ententes prises là, en 2024 pour faire jaillir ces sommes d'argent de part et d'autre. Parlons peut-être aussi d'une bonne nouvelle, qui est la reprise par la CEPAC du secteur Est, donc qui était déjà propriétaire du terrain, mais là devient donc exploitant à partir du mois d'avril prochain. À la fin de la saison. Qu'est-ce que ça va venir changer, Mélanie, cette nouvelle-là, le fait que la CEPAC revienne dans le portrait, comme on dit? Bien, pour nous, c'est une excellente nouvelle. C'est quelque chose auquel on ne s'attendait pas du tout. Pourquoi on le voit positivement? Bien, comme vous savez, CEPAC s'occupe, c'est les experts au niveau de tout ce qui est en lien avec les... Oui, c'est ça, les gestions de parc. Puis, ils sont reconnus, entre autres, pour l'accessibilité aux sentiers, aux activités. Et ils sont reconnus aussi pour la qualité de leurs infrastructures. Fait que, si on le ramène au niveau du rang Saint-Julien, le secteur Est, bien, si on est capable d'avoir des meilleurs prix, par exemple, pour nos citoyens, on sait que c'est quand même dispendieux. Bien sûr, on a quand même un centre de ski là, qui est de niveau international. Là. C'est un très beau centre, mais malgré tout, parfois un peu moins accessible là, pour les gens. Donc, si on peut avoir des meilleurs coûts, nos bâtiments sur le terrain, le chalet, là, entre autres, là, on sait qu'il est dû pour de la réfection majeure. On a eu également l'ouverture là, de la CEPAC là, pour éventuellement regarder pour certains partenariats avec eux, entre autres au niveau de l'infrastructure. Est-ce que Saint-Féréol, on pourrait, par exemple, investir avec eux pour avoir un bâtiment qui pourrait servir à la fois aux usagers, mais aussi aux citoyens? Fait que ça, c'est toutes des choses qui sont sur la table, qui sont ouvertes. Fait que pour nous, c'est plein de belles possibilités. Là, on voit ça très positivement. Il y a une belle proactivité qui bonifierait les infrastructures actuelles, en plus de baisser le prix à la carte dès l'entrée du parc. Bien sûr, c'est moi qui dis ça, c'est des vœux pieux, mais c'est un peu comme ça qu'on le voit. Là, tout à fait. C'est dans cette lignée-là. Oui. C'est un levier financier possible là, d'avoir ce partenaire-là ici, sur le territoire, à nouveau, donc dans l'équation, si on veut. Tu sais, je compléterais aussi, d'autant plus que déjà, ils ont démontré avec la création de la table d'harmonisation, tu sais, leur ouverture, entendre les partenaires, là, je pense que c'est plus de 15 partenaires qui sont autour de la table, tous des gens qui représentent là, différents groupes de sport sur le territoire pour entendre justement leurs besoins, leurs enjeux pour être en mesure de, le mieux possible, faire cohabiter tout le monde. Là. Alors. C'est à suivre. Donc, Mélanie, merci beaucoup d'avoir été ici pour éclairer notre lanterne, justement, sur les enjeux locaux, mais à prendre le temps là, d'en parler, pas juste une ligne d'éditorial, mais donc de détailler un peu plus la situation sur le terrain. Merci beaucoup. On va suivre les développements, là, bien sûr, avec grand intérêt pour la suite du dossier du Mont-Sainte-Anne. Merci beaucoup. Merci.
On poursuit avec la chronologie des événements. Donc, le 17 décembre, enfin, la Régie du bâtiment du Québec donne son feu vert pour les remontées mécaniques de la station et au même moment, la CEPAC annonce qu'elle reprendra le contrôle de la propriété et de la gestion du secteur Est de la montagne. Donc ça, dès avril 2026. C'est une excellente nouvelle pour la région, se dit Mme Karianne Bourassa, même si tout est loin d'être terminé. Il y a eu fermeture des remontées. On a donc manqué les 2 premières semaines environ de la saison hivernale, qui était l'une des meilleures saisons hivernales, début de saison hivernale depuis longtemps. Donc, les entreprises étaient gonflées à bloc, avaient hâte, voyaient la neige qui tombait. Je sais que les employés de la station de ski aussi étaient vraiment excités à l'idée du début de l'annonce. Et là, il est survenu tous ces bris. Donc, l'ARBQ a demandé la fermeture des télécabines, donc de la station, si on dit en général, pendant plusieurs jours. Il y a eu un rapport qui nous a confirmé que tout était conforme et donc on a pu rouvrir la station. Ceci dit, le gouvernement, et moi, ça fait longtemps que je le dis, que RCR n'est pas le meilleur ou n'est pas un bon citoyen corporatif. Il a laissé dépérir la montagne, n'a pas mis l'amour et les sous nécessaires dans l'entretien de la montagne. Et là, ce que le gouvernement, on a bien vu, moi, j'ai bien expliqué à mes collègues, vous avez vu le ministre responsable de la capitale nationale qui était ici avec moi. Il y a même des gens de d'autres partis qui ont dit là, le statu quo n'est pas acceptable. Et nous, c'est ce qu'on dit. Donc, pour l'instant, ce qu'on voulait, c'est que les remontées repartent pour que les gens puissent continuer à venir à la montagne parce que c'est des centaines d'emplois directs et indirects qui en dépendent. Donc, on voulait, la première chose, rouvrir de manière sécuritaire. Et après, bien, les discussions se poursuivent parce que, bien sûr, moi, on connaît Christian Mars qui est dans ma circonscription, qui a part déjà de Mont-Grand-Fond, qui s'était dit intéressé. Effectivement, il a présenté une offre alléchante tout de même là, sur la table. Là. 100 millions, c'est pas à négliger. Bien, moi aussi, ça, c'était mon travail de député. Donc, m'assurer, regardez, je sais qu'il y a des gens dans ma région qui sont intéressés de faire le lien avec les gens responsables au gouvernement. Donc, au moins qu'on sache qui est intéressé, quelles sont les options. Mais beaucoup de gens pensent que c'est facile, qu'on peut simplement exproprier RCR. C'est vrai qu'on est en train de regarder, il y a des nombreux juristes qui se sont posé la question. Mais le fait est que si on les exproprie, on sait que Mary Edward a des poches très, très profondes. Il pourrait lancer une saga judiciaire qui pourrait durer pendant plusieurs années. Et pendant ces années-là, il n'y aura pas d'entretien et d'investissement qui seront faits sur la montagne. Donc, on pourrait avoir un peu au statu quo, qu'il n'y a pas d'investissement et que ça se dégrade encore plus rapidement. Donc, ça fait partie de l'équation. Je ne dis pas que c'est le plus grand argument, mais on est en train, et comme on dit encore, la réflexion n'est pas terminée, à savoir, parce qu'on étudie toutes les options. Donc, l'expropriation, c'est à double tranchant. Là. On sait, on en a parlé. Et c'est pas neutre. Ce n'est pas une décision à prendre à la légère parce que, comme vous le dites, les poches de l'opérateur sont plus profondes que celles des citoyens, finalement, des taxes là, qu'ils vont payer. C'est des bourgs-là judiciaires. Par contre, une autre bonne nouvelle, c'est que la CEPAC est revenue dans le dossier, donc va maintenant opérer le secteur Est. CEPAC est propriétaire du Tréfoncé déjà, donc du Mont-Sainte-Anne, et que là, va redevenir, c'est-à-dire exploiteur, gestionnaire. Oui, et j'ai un peu chicané mon parti là-dessus. Parce que ça, juste le pourtour, il faut comprendre qu'il y a le secteur Est avec le vélo de montagne, avec le ski de fond, donc, et la montagne en général, où on parle justement des télécabines, la saga, tout ça. Pour le pourtour Est, ça fait des mois qu'on travaillait fort et c'était ce que les citoyens demandaient. On a fait des consultations, je pense plus de 16 consultations avec la CEPAC. On a rencontré le milieu et vous vous souvenez, c'était des bénévoles qui entretenaient cette partie-là. Donc, ils avaient ça à cœur. On voulait qu'il y ait de l'argent qui soit investi. Donc, ça fait plusieurs mois. Il fallait régler parce qu'il y avait une saga judiciaire, notamment avec des groupes qui font du domiciliaire dans le secteur. Il y avait d'autres sagas avec RCR. Et là, quand tout ça était réglé, on voulait annoncer que la CEPAC reprend le pourtour, sera gestionnaire, donc RCR n'aura plus aucun lien et qu'au final, ce qu'on veut, c'est créer un parc régional pour redonner cet espace-là aux citoyens. Donc, selon moi, c'était l'aboutissement de plusieurs mois de négociations et d'une très bonne nouvelle. Et ça a comme été mélangé avec ce qui se passait sur la montagne et je trouve que ça a mal été verbalisé parce qu'au final, on a écouté les citoyens, on leur a redonné justement le secteur Est, on veut qu'il y ait de l'argent, on veut aider aussi à entretenir et au final, RCR n'aura plus de lien avec cette partie-là, qui était demandé par beaucoup de citoyens et d'amateurs de sport.
Et donc, là, on est assuré d'avoir un service qui est connu, reconnu de l'ECPAC, qui sont reconnus pour leur expertise, justement, dans la gestion des parcs. Alors, et le parc, un parc donc national, c'est ça que vous avez dit, donc régional, pardon, c'est quand même une bonne nouvelle pour la côte de Beaupré, l'île d'Orléans et l'ensemble des citoyens de la capitale nationale. Et pour le tourisme, et pour les affaires, et pour nous, pour le simple bonheur d'avoir ce parc-là. La pérennité, donc, de son usage et de sa mission. Donc, redonner ce territoire-là aux gens et en faire bon usage. Oui. Il y a eu une mobilisation citoyenne le 20 décembre dernier, donc un ras-le-bol qui s'est manifesté par, je dirais, plus d'1 millier de personnes. C'est difficile à quantifier malgré un beau froid de canard. Mais c'était un bis, dans le sens que 9 mois auparavant, il y avait encore une mobilisation citoyenne, qui avait été faite l'an dernier, dans le mois de mars, pour les mêmes difficultés avec RCR et tout ça. Et donc, les citoyens se sont mobilisés. Bon, c'est évidemment, c'est un peu récupéré par des partis, des intérêts, des fois divergents. Somme toute, vous vous dites à l'écoute de cette voix-là qui est citoyenne et que vous comprenez. Donc, cette colère-là montante, cette émotivité-là, on va dire, et son ras-le-bol. Et même au moment où on se parle, même si les gondoles et les télésièges ont repris, je reçois encore beaucoup de courriels, soit sur les réseaux sociaux, soit dans ma boîte courriel à l'Assemblée nationale, des gens qui disent, écoutez, là, oui, c'est un bon début avec le pourtour, mais il faut aller plus loin. Puis c'est un peu, puis de l'autre côté, vous avez vu, il y a les gens, par exemple, Alliance Affaires, beaucoup d'entrepreneurs, des élus aussi qui me disent, OK, mais là, nous, là, ça a repris, on avait chaud, on craignait. Là, ça a repris, on peut-tu le continuer puis y aller avec eux? Puis au moins, on a repris le pourtour, on va s'occuper du pourtour, mais la montagne. Donc, moi, j'entends les deux discours. Les gens, beaucoup des amateurs et des utilisateurs qui veulent mettre RCR de côté, mais des entrepreneurs aussi qui craignent une saga judiciaire puis qui craignent qu'il y ait moins d'activités ou moins d'investissements si on décide d'exproprier et de se lancer dans une guerre judiciaire. Enfin, moi, tous les commentaires, je les entends. Je les lis aussi. C'est sûr qu'il y a beaucoup de monde qui me tag, comme on dit, sur des pages Facebook. Je ne peux pas répondre à tout le monde, mais ceux qui écrivent au bureau, qui veulent avoir de l'information, où on en est, vous pouvez nous appeler, vous pouvez nous écrire, on va vous donner de l'information. C'est à ça qu'on sert. Puis comme je le disais, il y a plein d'informations que les gens dont les gens ne sont pas au courant. Tu sais, quand on parlait de cette cellule de crise-là, qu'à tous les soirs, on se réunissait pour voir pratiquement d'heure en heure ce qui se passait sur le Mont-Sainte-Anne. Après ça, il y a des rencontres qui sont organisées avec la ministre du Tourisme et les gens d'affaires qu'on est en train d'organiser parce que ça les touche. Donc, on le sent le tiraillement. En fait, c'est que les citoyens, les gens d'affaires, ce sont les mêmes personnes, mais dans des postures différentes à un moment donné. C'est tout simplement ça. Et c'est difficile d'être tranchant parce que si on change d'opérateur, ça aussi, ça a des conséquences. Est-ce qu'on est prêt à recevoir un autre qui va faire ça sans qu'il y ait de coupure? Comment on peut faire ça en douce si ça se fait? Donc, il y a aussi des conséquences. C'est pas simple, cette option-là, qui est tant scandée par les citoyens. Puis on le comprend. On comprend pourquoi. Il y a un ras-le-bol là, de la négligence là, évidente là, du Mont-Sainte-Anne par l'opérateur ces dernières années. Mais en même temps, vous êtes à l'écoute. Et être à l'écoute, ça se traduit comment quand vous traversez, vous, vers le gouvernement, vers votre gouvernement pour nous représenter? Comment vous allez au bat avec ça? Bien, d'abord, déjà, être sur le terrain, ça m'a fait rire un peu quand mon collègue du PQ, M. Paradis, est arrivé. Il dit, tu viens à ma conférence de presse? Parce que j'étais au Mont-Sainte-Anne. Je dis non, ça va faire une semaine qu'à tous les jours, je suis ici, puis je réponds à des questions de journalistes, puis je donne des updates, puis j'ai dit, je suis pas venue assister à ta conférence, je suis chez nous, tu sais. Puis c'est un peu ça. Donc, c'est sûr, être très souvent sur le terrain, parler. Moi, j'ai créé un groupe sur message texte avec toutes les maires, je les tenais informés, avec les gens aussi de l'industrie des commerces. Donc, chaque fois que j'avais de nouvelles informations, savoir quand est-ce que le rapport allait sortir, des infos comme ça, je leur donnais. Donc, ça, c'est ce que je fais pour les contacts. Je fais des rencontres aussi. Mais là, bien sûr, moi, j'ai informé mes collègues qui étaient déjà quand même informés, mais on a un nouveau ministre de la capitale nationale, Jean-François Simard. Donc, tu sais, savoir aussi un peu l'historique de tout ce dossier-là. Bien sûr, j'ai écrit personnellement au premier ministre aussi parce que il connaît la situation. Tu sais, c'est un dossier quand même qui est très connu, qui est
très médiatisé. J'en parle souvent à l'Assemblée nationale, donc il n'y a pas eu de grandes surprises, mais justement de participer à ces cellules de crise-là en interpellant les ministres, en disant, ben là, peut-être que la communauté d'affaires va avoir besoin de vous, ou justement avec, parce que là, c'était beaucoup du travail aussi, le ministre du Travail par rapport à la RBQ, donc la RBQ relève du ministre du Travail. Donc, tu sais, rassembler tout le monde autour d'une même table, que chacun sache bien la position. OK, mais là, les citoyens veulent ça, les adeptes de sport veulent ça. Bon, juridiquement, qu'est-ce qui est possible de faire? Donc, c'est beaucoup d'informations qu'il faut faire tourner, qu'il faut donner aux bonnes personnes, des gens qu'il faut informer. Est-ce qu'on peut s'entendre pour dire que de part et d'autre, le statu quo n'est pas acceptable? C'est aussi le parti que vous avez. Ouais. Soit qu'il va y avoir de... Puis c'est un peu ça en ce moment, pourquoi tout est gelé. Parce que nous, ce qu'on avait dit, c'est que... Puis il y a plein de gens qui disent, ben là, il n'y a rien qui s'est passé depuis un an. Mais c'est pas totalement vrai, parce qu'il fallait régler les dédales judiciaires, il fallait régler les problèmes judiciaires concernant le pourtour. Et ça venait d'être fait. Donc, c'est sûr qu'il y a eu des négociations, il y a eu des ententes. Là, on venait d'être capable de dire on reprend le pourtour. Et du moment où on reprend le pourtour, bien là, c'est à ce moment-là, vu qu'il n'y avait plus de saga judiciaire, que RCR devait mettre l'argent pour les nouvelles remontées et tout ça. Donc ça n'a pas eu lieu. Fait que nous, le gouvernement, on a dit, attends un peu, là, 50 millions, là, puis en passant, c'est des prêts aussi, parce que là, il y a beaucoup de gens, on entend des choses, mais ce sont des prêts pour la plupart qu'on retrouverait à peu près en 25 ans. Là. Puis là, le gouvernement devait débloquer l'argent pour donner à RCR. Et là, nous, on a dit, on arrête tout. On va attendre de voir ce qui se passe avec les remontées mécaniques, avec aussi le rapport de la RBQ. On va s'en reparler au retour des fêtes, mais là, on analyse effectivement qu'est-ce qui serait possible selon les juristes qu'on a, ce serait quoi les conséquences de chaque option aussi, parce que c'est sûr que sur le coup de l'émotivité, on pourrait penser que c'est la meilleure option. Et j'adhère aussi que c'est une avenue qu'il faut étudier, mais il faut regarder aussi ça serait quoi les conséquences. Donc en ce moment, c'est ça qui se passe. Là. Donc le sable ou la neige est un peu retombé depuis le congé des fêtes. On a laissé un petit peu ça se refroidir, histoire d'être moins, mais on n'a pas justement. fini d'en entendre parler. Mais c'est pas terminé, effectivement, entre pouvoir et devoir. Donc, quelle est la suite possible, Mme Bourassa, pour ce dossier chaud qu'est le dossier du Mont-Saint-Anne? On dit ça comme un dossier, mais c'est des dizaines et des centaines de personnes que ça impacte, en plus d'être un peu honteux pour un joyau. Comme on l'appelle le joyau, mais qu'est-ce qu'on ça peut être les entreprises, les restaurants, les hôtels, les gens qui ont des condos puis qui les louent, ou juste les gens qui ont des condos puis qui veulent en profiter. C'est les gens qui louent de l'équipement de plein air. Il y a tellement de monde qui sont touchés, là, les restaurateurs, les attraits touristiques où les gens vont après. Donc, on comprend tellement l'importance de la montagne. Puis je trouve ça triste. Je trouve ça triste de dire qu'on avait l'une des plus belles montagnes à l'est du Québec, puis c'est cliché de le dire, mais elle perd ses lettres de noblesse. Là. Il y a de moins en moins. Il y a des gens qui me textaient pendant les fêtes pour me dire « Hey, Karen, je vais emmener mes enfants à Mont-Saint-Anne, est-ce que c'est sécuritaire? » Ça ne devrait pas être ça, la réaction pour venir visiter la station du Mont-Saint-Anne, qui est l'une des plus belles. Fait que je veux que les gens réassocient sécurité, expérience incontournable, plaisir avec Mont-Saint-Anne. Mais oui, d'abord, il faut régler là, certains problèmes d'ordre plus juridique là, avant de pouvoir tourner la page. Donc, on en est où en date du 6 janvier? On est à attendre donc que les négociations reprennent entre l'opérateur RCR et le gouvernement pour, disons, réaliser l'entente qui avait été signée il y a une année. Donc, ces débours d'argent-là, de part et d'autre, des 50 millions qui viennent autant du gouvernement en prêt que les 50 millions à investir par l'opérateur. On en est là. Nous, ce qu'on avait dit, le gouvernement, c'est que là, pour l'instant, on arrête tout. Il n'y a pas d'investissement qui va se faire. C'est encore le mot d'ordre. Donc, bien sûr, vous savez, là, on était entre Noël et Jour de l'An, donc il y a beaucoup de gens qui n'étaient soit pas disponibles ou qui étaient ailleurs, qui étaient en vacances. Donc, là, tout le monde, on recommence de notre côté, là, parce que c'est sûr qu'il y a d'autres discussions qui ont eu lieu tout ce temps-là. Mais là, on va regarder, on va faire un tour de roue à savoir comment ça s'est passé les derniers jours, parce qu'on a su qu'il y avait également d'autres problématiques. Beaucoup de gens nous ont écrit pour nous parler là, de l'enneigement. Oui, c'est ça, remonte-pente qui serait reparti, je crois, reculant. On a tellement d'informations, donc il faut valider qu'est-ce qui est vrai, il faut savoir la RBQ, qu'est-ce qu'ils savent. Donc, le dossier n'est pas mort dans l'œuf, au contraire, puis il y a encore beaucoup de surveillance et de travail qui va se faire.
Je m'entretenais d'ailleurs avec le préfet de la MRC de la Côte-de-Beaupré cette semaine, M. Pierre Lefrançois, et il est également d'avis que la reprise du secteur Est et du pourtour du Mont-Sainte-Anne est une excellente nouvelle pour la région parce que cela permettra la finalité de l'aménagement du pied de la montagne et de tout le parc immobilier et du centre plein air. M. Lefrançois rappelait également que c'est le rôle du gouvernement provincial de décider de la suite avec l'opérateur actuel, entre autres choses, d'assurer le maintien des investissements du gouvernement dans la montagne. Mais il mentionne également que la MRC a déjà fait savoir au gouvernement qu'advenant un changement d'opérateur, la MRC souhaite être le premier interlocuteur pour notre région, surtout ici pour le secteur Est.